Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne où je vais vous parler un petit peu de cet ouvrage pour la 5e édition, La malédiction de Strad. Voilà, j'essaye que ça ne brille pas. Donc un ouvrage assez touffu, hein, si on se rappelle, pour ceux qui étaient restés sur les versions antérieures des années, je crois que c'était fin des années 80, me semble-t-il. Peut-être avant, peut-être début 90. Non, il me semble bien que c'est dans les années 80, du module Ravenloft, et il y avait eu même toute une série après sur Strad Vanzarovich, ce fameux vampire, et c'était surtout la porte d'entrée à l'époque pour TSR d'aller vers le gothique, en fait, de proposer un peu de l'horreur et autre chose que de la fantaisie classique traditionnelle. Alors, avant d'aller un peu plus dans le détail concernant cette campagne, voilà, donc on peut constater que ça va faire pas loin de plus de 240, je crois. Pas dire de bêtises. On est à 250 pages avec des aides de jeu à la fin. Bon, bref, j'y reviendrai. Alors avant d'aller plus loin, petit préambule. Moi, c'est pas du tout, même si je trouve que cette campagne est bien faite, hein, je vais y revenir. Moi, c'est pas du tout une campagne que j'ai envie de jouer. Voilà, ça me fait pas du tout envie. Autant je peux aimer le côté horrifique, gothique, chasse aux vampires, à la Van Helsing et compagnie. Autant pour moi, c'était déjà le cas dans les années 80 quand c'était sorti. J'ai toujours considéré que pour moi c'était pas du Donjon et Dragon, parce qu'en fait j'ai toujours pensé que dans le triptyque de base de D&D, même si on peut faire plein de choses avec, il y a un univers qui malgré tout, et quand vous prenez le triptyque de base avec le Monster notamment, il y a quand même, ça sous-tend pour moi un univers, et cet univers, moi je trouve qu'il est à des années-lumière de la chasse de Ravenloft et de ce qu'ils ont fait avec Ravenloft. Pour moi, on est presque, à part les mécaniques de jeu qui vont rester les mêmes, on est dans autre chose. Et d'ailleurs, je trouve même que partir à la chasse aux vampires sur une histoire gothique avec un nain guerrier ou un elfe barde, pour moi, il y a un problème ça fait un peu kitchen sink. Allez, on met tout le monde en termes de couleurs. Il y a quelque chose qui m'a toujours gêné. Je ne les ai jamais joués et je n'ai jamais voulu les faire jouer ces scénars-là. Alors que par contre, j'aurais pas craché sur faire une partie de vampire. Vous voyez, c'est vraiment le truc que je trouvais que c'était prendre les mécaniques, parce qu'à l'époque il y avait peut-être moins de création, quoi qu'encore c'est pas sûr, oui, je pense qu'il y en avait moins quand même, mais c'est surtout que voilà, TSR voulait ouvrir un truc de gothique et ça a rencontré un franc succès, puisque au départ il y avait un scénario, puis il a fini par y avoir toute une série de livrets qui sont sortis sur la malédiction de Strad. Donc c'est que ça a rencontré un succès auprès des joueurs. Encore maintenant, quand l'ouvrage est sorti aux États-Unis, il a bien marché. En français, la traduction a bien marché également en termes de vente. J'ai vu pas mal de critiques très bonnes sur le jeu. Donc voilà. Donc je voulais évacuer ça en préambule, parce que effectivement, que moi, comme ça c'est pas que ça ne me parle pas, c'est que je trouve que c'est pas, pour moi, c'est pas une partie de D&D. Hein, c'est un autre débat d'ailleurs, mais moi je pense qu'il y a des univers sous-tendus en fait avec le triptyque de base de D&D. D'ailleurs, aussi une des principales choses qui me semble avoir été déterminante dans l'hégémonie en fait de Donjons et Dragons, et je trouve que ça se perd un peu avec les nouveaux jeux, c'est que du fait que quand vous achetez le triptyque de base, ben oui, il y a pas de scénario, il y a un univers sous-tendu, mais encore faut-il après créer des choses. En fait, c'est un jeu qui vous obligeait, en tout cas pour le maître de jeu, à être créatif.
Maintenant, avec les nouveaux jeux à licence, vous avez un système de jeu qu'il faut vous approprier, et après vous avez des scénarios, voire des campagnes, etc. Et encore une fois, ça fait partie des évolutions qui tirent un peu les joueurs, me semble-t-il, vers le pré-mâché et vers le joueur, j'allais dire la voiture balai, là, le joueur qu'on va tracter tout le long, et qui est le maître de jeu qui lui aussi va disposer de plein de choses quand on joue sur une licence, machin. Bon, j'ai en tête de faire une vidéo à part là-dessus, parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur les avantages et les inconvénients de jouer, par exemple, dans l'univers de ceci ou cela. En ce moment, vous le savez peut-être, moi je suis dans une campagne dans l'univers de Howard, donc sur les terres iboriennes. Et c'est vrai qu'il y a à la fois des avantages, parce que on est plus sur la couleur, mais il y a aussi des inconvénients. Mais c'est pareil si vous jouez le Seigneur des Anneaux, l'Anneau unique par exemple. C'est pareil si vous jouez à Star Wars, etc. Moi, ce que je trouvais vraiment fabuleux, ce qui m'a plu quand j'étais adolescent et que j'ai rencontré Donjons et Dragons, c'était la formidable invitation à faire marcher ma créativité. Et je pense que c'est essentiellement ça qui a fait que j'ai accroché avec le jeu et que j'ai passé des années à remplir des cahiers, à écrire des scénarios, à essayer de raconter des histoires, etc., etc. Je pense que si j'avais rencontré le jeu de rôle avec un jeu qui ne propose pas ça, où en fin de compte vous avez un livre de règles, vous avez un univers et après vous jouez que des campagnes déjà écrites, le côté simple consommation ne m'aurait pas fait voilà titiller de la sorte. Alors voilà, parenthèse refermée, venons maintenant à l'ouvrage. Alors je dois reconnaître que parmi les quelques campagnes qui m'a été donné de lire dans la 5e, je trouve que celle-ci, pour le coup, même si donc moi ça ne me parle pas, ça permet quand même quelque chose. C'est d'avoir une unité et des thématiques forcément très fortes, puisque on va s'inscrire tout de suite dans cet univers un peu baroque, gothique. Et pour le coup, on a au niveau de la couleur, là, tout de suite, dès la première séance de jeu, vous allez embarquer vos joueurs là-dedans. Donc ça, c'est un plus. C'est un plus qu'on n'a pas forcément dans des campagnes qui justement sont plus classiques. Si vous prenez la mine de Falancreux, l'Osman of Phandelver, ben en fait oui, on est sur de l'heroic fantasy plus classique, avec des clichés, des canons beaucoup plus courus, et du coup bon, il y a une couleur aussi, mais elle apparaît presque un peu beaucoup moins exotique, voilà, parce qu'on reste dans ce qui est d'un autre côté, comme je vous le disais, hein, moi c'est aussi une couleur que je préfère à cette couleur un peu gothique. Donc comment se découpe un peu l'ouvrage? Vous avez une première partie d'introduction concernant le module en lui-même, la campagne en elle-même, et puis le premier chapitre, ça va être, ils ont intitulé ça Dans les brumes, où on vous explique un petit peu les encarts à utiliser. Il y a notamment un jeu de cartes, puisque vous savez qu'il y a certaines options qui vont être actionnées par des tirages de cartes. Alors je sais pas si à l'époque c'était déjà le cas. En tout cas, ça fait partie des petites particularités qui ont aussi fait que ce scénario, il a rencontré son public, je pense, parce qu'il y avait cette histoire de tirage de cartes qui ramène aussi en termes de couleurs à la chiromancie, et voilà, il y avait vraiment surtout pour l'époque, mais là ils ont développé encore plus la chose et ils ont encore plus poussé le curseur dans ce sens-là. Il y avait vraiment cette idée d'aller vers voilà, de pousser le curseur à fond. Ça me fait penser un peu à la démarche de Paizo avec ses AP, où quand ils vous prennent une thématique comme Skull and Shackles, par exemple, la piraterie, les corsaires, les pirates d'ailleurs plus que les corsaires, vous avez toutes les 6 livrets de campagne qui sont à fond là-dessus, avec tous les clichés depuis la bataille navale jusque aux abordages, aux îles au trésor, aux jambes de bois et compagnie. Donc on sait que ça fonctionne bien aussi, que ça permet d'avoir une histoire qui tout de suite, peut-être à tort, mais va sembler plus forte, parce que tout est orienté dans le même sens, on pousse le curseur à fond.
y a pas de, c'est pas tiède, c'est vraiment à fond. C'est peut-être aussi pour ça que ou vous accrochez ou vous n'accrochez pas. Hein, c'est pas de la demi-mesure, c'est pas au milieu d'une campagne de D&D traditionnelle, vous croisez un vampire et puis il y a ce petit épisode qui va durer peut-être 1 ou 2 séances. Non, là c'est vraiment l'affrontement avec Von Zarovich tout au long du scénario. Ensuite, donc nous avons un chapitre sur la Barovie. Nous avons un petit village de Barovie qui permet en fait le module est construit de cette façon pour faire en sorte que les personnages, lorsqu'ils vont affronter Von Zarovich, le vampire, ils soient en niveau d'avoir une chance malgré tout contre lui. On leur fait vivre, on a développé énormément ce qui était déjà un tout petit peu le cas avec le scénario de l'époque, tout ce qui se passe avant, avec du gameplay, hein, des aventures, des péripéties, des PNJ, des rencontres, bref, pour que les personnages prennent petit à petit du level pour être en mesure d'affronter. Donc le village de Barovie, on a le château de Ravenloft, on a la ville de Vallaki, on a le vieux moulin, on a le Hargingvotsholt, le village de Kretz, la passe de Tsolenka, la tour. Voilà, c'est pas mal de lieux que vont aller visiter en fait les personnages. Et normalement, il serait de bon ton qu'ils finissent en fait par le château où doit avoir lieu comment dirais-je, où doit avoir lieu l'affrontement final avec la bête. Ensuite, on a un petit épilogue avec 2 cas de figure, hein, soit Strahd l'emporte, soit Strahd meurt. Et puis, on a ensuite des annexes avec des options de personnages qui vont permettre de plus coller, des babioles gothiques, pactage du chasseur, ce genre de choses. On a Funeste demeure qui va regrouper un petit peu des diverses choses comme la progression en niveau, voilà, bon, bref. On a développé, on a creusé la veine. On a une carte. Alors là, vous m'attendez tous au tournant, voilà. On a progressé un peu. Hein, maintenant, il y a ce petit pli à la fin pour mettre la carte, mais non, toujours ces fameuses cartes pliées. Hein. Je pense que les tubes, on va attendre le 4e millénaire peut-être pour mettre les cartes sous des tubes, hein, alors que quand vous achetez des posters, ça se fait depuis la nuit des temps. Bref, passons. C'est le mauvais point hein, que je vais mettre à chaque fois maintenant sur tous les éditeurs qui sortent des belles cartes. C'est dommage de belles cartes, de les fusiller comme ça en les pliant, et en plus ça les rend assez rapidement inutilisables pour les joueurs parce qu'il y a les plis, le truc qui remonte, voilà. Que dire d'autre? C'est très bien fait. Je dois dire que même si moi je ne ferais pas jouer, il y a une foultitude de détails. Les PNJ sont bien décrits, bien creusés, bien profonds. Ils ont de l'épaisseur. Petit à petit, on va rentrer dans l'histoire. J'avoue que même à lire, je me suis fait un bon kiff rien qu'à lire le scénario. Bon, ça m'a pas donné envie de le faire jouer. Mais c'est très kiffant. Ils y arrivent pour le coup. C'est une réussite totale sur ce côté justement ambiance gothique. D'ailleurs, j'ai appris il y a pas longtemps que le setting qui va sortir cette année en anglais, donc chez nous peut-être d'ici 2 à 3 ans. Allez, je blague. Ne présumons pas de la rapidité du nouvel de Novalis qui a repris la licence. On verra bien à quel rythme ils sont en capacité de sortir des ouvrages, des traductions. Quoi qu'il en soit, là va sortir en anglais un setting pour Ravenloft. Donc vous voyez, encore une fois, je vous dis, je pense que si Wizard sort le setting qui correspond, c'est bien que ils ont découvert un segment de marché auprès des joueurs, et donc ce scénario a cartonné et qu'il y a des joueurs qui en redemandent, et des maîtres de jeu qui en redemandent, semble-t-il, pour développer encore, et pourquoi pas faire tout un univers. Alors je sais pas du tout encore comment ça va se présenter, hein, mais tout un univers dans cette ambiance gothique
pourquoi pas? J'attends de voir. Je pense que ça va aussi me permettre d'avoir des règles un petit peu, ce qui pourrait correspondre avec le volume de chez Paizo dans Pathfinder 1, qui c'était, je crois, Dread, je sais pas quoi, aventure horrifique, qui permettait d'avoir des règles pour gérer des options pour gérer différemment la santé mentale et surtout la peur lorsque vous rencontrez certains phénomènes ou certaines créatures. Donc je pense que ça va être intéressant. Il va y avoir des petites choses qu'on va pouvoir aller chercher, encore une fois, en termes de règles optionnelles, pour implémenter dans des sessions même qui n'auront pas nécessairement lieu dans l'univers, dans la Barovie. Hein, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des mécaniques pour gérer la peur des joueurs et faire en sorte que lorsque certains monstres très particuliers et assez rares sont rencontrés, ben vos joueurs ils peuvent un peu défaillir, ils sont pas tout le temps affrités avec du surnaturel, comme si tout était normal dans le meilleur des mondes, quoi. Ça permet un peu de renforcer l'aspect vraisemblance du jeu. Donc si je voulais conclure, en fait, je dirais que parmi les campagnes qui m'a été donné de lire, c'est une de celles que j'ai le plus appréciées à la lecture, même si, encore une fois, hein, je vous dis, j'ai évacué le truc en début de vidéo, je ne ferai certainement pas jouer cette campagne, à moins que des joueurs super motivés me le demandent, parce que voilà, c'est pas trop ce que j'ai envie de faire avec du D&D, mais voilà, elle est bien faite, elle se tient, ils en ont fait quelque chose, même les ambiances, les descriptions, tout ça, c'est bien écrit, c'est bien senti, il y a un vrai boulot, voilà, ça tient la route, c'est costaud, voilà, il faut trouver les gens qui vont triper dans ce genre de décor, d'univers, à jouer ce genre d'histoire. À partir de là, vous pouvez y aller les yeux fermés, la campagne fonctionne. Un petit dernier point, un petit bémol, cette histoire de rencontre en fait avec Strahd. Bon, là, je pense que il va un peu le maître de jeu va devoir un petit peu bâtir un peu du mur invisible, des choses comme ça, truquer un peu les trucs, parce que si dès la première rencontre il y a un affrontement, c'est du TPK direct, hein, il va décimer la troupe tout de suite. Donc cette idée de le faire rencontrer Strahd, mais qui pousse pas, qu'il ait envie de jouer avec ses proies. Pour pas les tuer tout de suite et s'amuser un peu. Bon, après tout, c'est un immortel, il a le temps devant lui, il a certainement envie ça a dû développer des désirs ludiques, hein, de jouer avec ses petites proies. Et de triper un peu, ça l'occupe face à sa malédiction d'immortalité en fait. Je pense que n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires si vous l'avez fait jouer, comment vous y êtes pris, parce que moi à mon avis là on va être dans le railroad de la part du MJ, hein, dans le scriptage alors il fait ça et puis tac, à tel round il disparaît, voilà. Et donc du coup ça fait un peu des fausses rencontres, des rencontres truquées où on sait que ça n'ira pas jusqu'au bout. Bon, il faut un certain doigté, je pense, pour le maître de jeu, qu'il arrive à faire passer ça à ses joueurs, sans non plus que ceux-ci comprennent que bon, de toute façon, ils risquaient rien parce que c'était prévu que voilà. Bon, du coup, il y a peut-être un petit spoiler, mais bon, ça, je pense que si vous aviez peur d'être spoilé, vous avez dû couper la vidéo avant. D'ailleurs, vous ne m'entendez pas vous dire ceci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon week-end à tous. Au revoir.